B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format de B2B, désormais en partenariat avec la GFI, dont vous êtes le rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent, je suis ravi de cette collaboration. Et pour notre première émission, nous recevons un entrepreneur qui a lancé une nouvelle banque qui s'appelle FlowBank. Et cet entrepreneur, c'est Charles-Henri Sabet. Bonjour. Bonjour messieurs, Bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous et je me réjouis de répondre à vos questions. On va commencer par faire un point sur votre nouvelle aventure, dernière aventure, lancée il y a un peu plus d'un an. C'est donc cette nouvelle banque en ligne, la marche des affaires, comme on dit, et aussi un environnement de marché particulièrement agité en ce moment en raison de la guerre en Ukraine. Et puis nous parlerons de vous, Charles-Henri Sabet, de votre passion pour le trading, de ce qui vous nourrit aussi pour entreprendre avec ces nouveaux projets. En fin d'émission, nous découvrirons également comment vous organisez votre temps, car les marchés ne dorment jamais. Charles-Henri Sabet, voici un petit peu plus d'un an que vous avez lancé FlowBank à Genève. En octobre dernier, vous avez annoncé l'ouverture d'un bureau à Zurich. Alors aujourd'hui, FlowBank, combien de clients, quel type de clients, comment marchent les affaires ? Nous avons ouvert FlowBank en octobre 2020. Nous avons commencé à onboarder des clients en novembre 2020. C'était plutôt du Friends and Family. Et la publicité a commencé février 2021. Pour vous donner une idée, la banque est basée sur ses volumes. Et au mois de janvier, la banque a traité à peu près 300 millions de francs suisses de volume, au mois de janvier 2021. Et en décembre 2021, on a traité 35 milliards de volume. Ça veut dire qu'on a multiplié plus que par 100 ce genre d'activité. Aujourd'hui, la banque est concentrée sur toutes sortes de sous-jacents qui peuvent être traités soit en cash, soit en CFD. Quand les titres qu'on peut acheter et vendre grâce à votre plateforme. Absolument. Quand je dis sous-jacents, ça peut être des actions, des obligations, ça peut être traité sur des futurs, ça peut traiter des commodities, des indices boursiers, des options. On vient d'ajouter en fait hier une quinzaine de CFD sur crypto, où les gens peuvent traiter sur des cryptos en faisant du leverage. Les cryptos, c'est, j'imagine, les plus classiques. On a une quinzaine. Alors, il y a du Bitcoin, il y a de l'Ethereum, il y a du Solana, il y a du Litecoin, il y en a pas mal d'autres. Et au fur et à mesure des possibilités que nous avons d'avoir de la liquidité, nous les mettons à disposition de nos clients. Alors, effectivement, comme vous avez dit, nous avons ouvert un bureau à Zurich aussi au mois d'octobre l'année passée. Pourquoi Zurich ? Parce que nous avions des personnes que nous connaissions qui sont très intéressées par le business model, qui sont venus et commencent à développer de la clientèle. Le bureau de Zurich est fait non seulement pour attirer des gens qui font des services commerciaux, mais également des personnes qui puissent être des gens qui ont certains talents, que ce soit pour du marketing, que ce soit pour de la technologie et aussi pour d'autres services. Vous évoquez la progression importante des affaires x100 à 35 milliards de volume à la fin de l'année 2021. 2021, pour l'ensemble des banques suisses, a été une très très bonne année. Il y a eu beaucoup d'activités. Est-ce que votre progression, elle correspond à ce que vous attendiez ? C'est supérieur à ce que vous espériez ou bien c'est au contraire moins ce que vous envisagez ? Non, la progression est tout à fait dans les business plans. C'est-à-dire que nous attendions à avoir une perte sur la première année. Notre point mort est d'à peu près 40 milliards de volume par mois. On l'atteint maintenant. En général, on dit qu'il faut 3 ans pour qu'une banque soit cash flow positive et donne des revenus. Je crois qu'aujourd'hui, on va arriver cash flow positif après 20 mois d'existence, ce que je trouve pas mal. Alors effectivement, dernièrement, on est un peu aidé par les marchés. Les marchés sont très volatiles. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça crée de la volatilité.
ça nous aide à faire plus de volume. Le fait d'amener des cryptos nous aide effectivement à faire du volume aussi. Donc, overall, je suis content. On va revenir sur cet environnement de marché dans un instant, mais auparavant, plantons un peu mieux le décor. Flowbank, c'est une banque en ligne. On va dire que le terrain de jeu est déjà assez bien occupé. Si on pense à Swissquote, à Saxo, Swissquote est aussi allié à PostFinance pour lancer You. Une grande banque comme Crédit Suisse a sa propre banque numérique, CSX. Qui concurrenciez-vous? Comment vous placez-vous Flowbank sur le marché? Vous avez cité des acteurs qui sont forts, qui sont là depuis longtemps, notamment Saxo, que je connais très bien, puisque Saxo Suisse, c'est mon ex-banque. Hein. On peut rappeler juste que voilà, c'était Synthesis, votre première banque a été créée à Genève, vendue à Saxo, et maintenant vous vous relancez comme un concurrent. Alors, on est concurrent et on n'est pas concurrent. Je veux dire, aujourd'hui, dans le traditionnel, vous avez je ne sais pas combien de milliers de banques. Dans la banque digitale, vous en avez très peu. Hein. Enfin, vous avez cité Saxo Bank, vous avez cité Swissquote, vous nous avez cité, il y en a peut-être encore une, Ducascopy. Ça en fait 4 en Suisse contre plusieurs centaines dans la banque traditionnelle. Alors, oui, il y a de la compétition, mais je pense que c'est une compétition qui est saine. Le fait d'avoir de la compétition oblige chacun des compétiteurs à être compétitif, voilà, puisqu'on va rester dans les mêmes termes. Et ça, je pense, c'est à l'avantage du client final. Maintenant, où est-ce qu'on se situe? Je vais me situer beaucoup plus près d'un Saxo Bank que d'un Swissquote, étant donné que c'est un business model que j'ai déjà opéré. Swissquote est plutôt une banque traditionnelle sur le web, alors que nous appliquons, Saxo aussi, je pense, à offrir la meilleure technologie possible à la finance et ultimement à la banque. Vous proposez 2 applications mobiles. Il y a Flowbank App d'un côté pour les néophytes, Flowbank Pro avec plus de fonctionnalités pour les connaisseurs. Est-ce que ça veut dire que vous cherchez encore un petit peu votre marché, ou est-ce que vous avez dès le départ une envie de ratisser plus large que les autres banques en ligne? C'est-à-dire, pour avoir une app, vous devez avoir une plateforme qu'on va appeler plateforme dure. Par-dessus les plateformes dures, tout ce qui est app, c'est de la photo. On avait déjà une app qui ressemble à la plateforme dure, donc par définition, elle est plus complète, elle est plus complexe, elle permet de laisser des ordres, mais vous avez besoin d'être un trader, on va dire, ou un investisseur un peu plus prouvé. Avec la nouvelle app qu'on appelle Flowbank tout court, c'est quelque chose de beaucoup plus ludique, où on s'applique à ce qu'un client puisse faire son opération au maximum en 5 clics. Et si vous allez regarder dessus, vous allez voir que au premier clic, vous choisissez la classe d'actifs. Au second, vous choisissez le sous-jacent. Au troisième, vous appuyez sur acheter ou vendre. Et au quatrième, vous confirmez. Donc, c'est quelque chose d'hyper simple. C'est une app qui est appelée à se développer, que nous avons l'intention d'améliorer. C'est une app dans laquelle nous ajouterons un certain nombre de fonctionnalités qui seront des cartes de crédit, des paiements. On va se retrouver probablement dans un environnement où des gens pourront avoir des activités, on va dire, de leisure. On peut même arriver à réserver des voyages, mais ça c'est pour plus tard. Aujourd'hui, je dirais, on se consacre sur la fluidité de l'app, qu'elle soit simple pour les clients qui l'utilisent. Et comme disait Vincent, finalement, quel est le client type de Flowbank? Vous, moi, quelqu'un qui est intéressé. Un gérant de fortune professionnel serait aussi un client pour vous? Bien, absolument, oui. On peut. Je dirais que toute personne qui a envie de faire ses affaires bancaires facilement, à des prix qui sont extrêmement concurrentiels, est intéressée par être client d'une banque digitale. Voilà, en fait, c'est ça. Et puis, la technologie étant ce qu'elle est, elle peut convenir à quelqu'un qui est tout à fait profane. Elle peut convenir à quelqu'un qui prend des positions 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, à quelqu'un qui en prend 10 par jour, et à un gérant professionnel qui a besoin de gérer les actifs de ses clients. Pour un gérant professionnel, il va se retrouver à avoir des coûts qui vont être sensiblement moins chers que dans une banque traditionnelle. Enfin, quand je dis banque traditionnelle, que dans une banque où il a affaire à quelqu'un, ce qui est répercuté sur la performance qu'il donne à son client. Vous évoquez l'environnement concurrentiel.
les banques suisses ont la réputation d'offrir des services de qualité, mais assez chers. Vous arrivez à concilier les deux, c'est ce que vous nous dites? Alors, ça dépend ce que vous appelez la qualité. Pour moi, les gens sont aujourd'hui de plus en plus éduqués et sont de plus en plus self-directed. Ils veulent faire les choses par eux-mêmes. À partir du moment où vous voulez faire les choses par eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'aller payer quelqu'un pour qu'il presse sur un bouton à votre place. Si vous pressez vous-même sur le bouton, ça vous divise par 3 le coût d'une commission que vous prendriez dans une banque traditionnelle. Je vous laisse faire le choix. Il y a l'interface aussi, après, hein, la manière d'apprendre à l'utiliser, qui est assez instinctive, de la manière dont elle est designée. Mais il y a aussi l'apprentissage du trading. Beaucoup offrent des formations dans ce domaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez apporter dans votre plateforme? Alors, nous le faisons aujourd'hui grâce à des webinaires. Il est prévu d'inclure dans les apps différents cours que des clients pourront suivre. Et une chose à laquelle on va s'atteler très rapidement maintenant que le monde est de nouveau rouvert, on dira, c'est de faire des webinaires. Des séminaires, avec des gens qui sont spécialisés à expliquer non seulement comment marche une plateforme, mais aussi comment se faire une idée, comment analyser les chiffres économiques, comment gérer un stress lors du moment où on trade. On a des ambassadeurs, on a des sportifs qui sont avec nous, et puis je peux même vous le dire, on a un nouvel ambassadeur qui s'appelle Séverin Luthi, qui est l'entraîneur de Roger Federer, qui est quelqu'un qui est spécialisé dans le coaching, qui serait là aussi pour aider des clients et leur expliquer comment être relax en faisant du trading de la même façon qu'on est relax avant une finale de Wimbledon, par exemple. Être relax dans la mesure du possible. Le temps file vite, on arrive bientôt à la fin de cette première partie, mais vous parlez du stress. En ce moment, on vit des moments très stressants sur les marchés financiers, évidemment liés à des événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine. Comment réagissez-vous dans ce genre de moment? Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Bon, chez nous, la gestion de risque est très importante. Comme vous le savez, nous donnons du levier à nos clients. Et notre travail principal est de s'assurer, que nous ne donnons pas des leviers qui soient ingérables pour nos clients et que, à cause d'une nouvelle ou d'un coup de volatilité un peu plus gros que d'habitude, ils perdent leurs actifs. Cela dit, s'ils ont de la chance, ils peuvent les multiplier aussi. Mais notre travail aussi vis-à-vis de la banque est de s'assurer que les leviers que nous donnons ne soient pas excédents à ce que la gestion de risque de la banque pourrait supporter. Donc, ça donne du travail. Après, c'est une question d'être discipliné. Il faut se dire de temps en temps, les clients vont pas être contents parce qu'il y a des clients qui sont chez nous parce qu'ils veulent avoir des leviers qui sont très importants. On va aller leur couper, on va leur dire écoutez, c'est pas possible. Et en ce moment, ça veut dire que là, les marchés bougent beaucoup chaque jour. Vous dormez encore? Oui, je dors bien. On a une très bonne technologie. Donc, je pense qu'on est parmi les seuls qui n'avons pas baissé les leviers ces jours. Parce que la technologie nous permet de pouvoir sortir très très vite ou faire sortir nos clients très vite. Donc là, ça va. Maintenant, on est ouvert 24/24. S'il y a des mesures à prendre, elles sont prises, mais on dort très bien. À propos de mesures, et on terminera par ça, les sanctions russes vous concernent-elles? Avez-vous des clients russes? Avez-vous dû prendre des décisions difficiles ces derniers jours? On n'a pas de clientèle russe, mais je pense qu'effectivement, vu le contexte, ça sera difficile même d'en avoir. Mmh. C'est un marché qui vous semblait intéressant, la Russie, avant ces événements? C'est un marché qui est très intéressant, on y viendra sûrement, mais bon, peut-être un peu plus tard. Charles Isabet, vous êtes vous-même trader. Qu'est-ce qui vous passionne dans le trading? Écoutez, j'ai commencé jeune dans le gambling. J'ai été champion du monde professionnel de backgammon. Je suis pas un joueur de casino, mais je gagnais ma vie comme ça. Je faisais des tournois. Ça vous oblige à avoir une certaine rigueur, de la discipline. Ça vous oblige à gérer votre risque. C'est quelque chose de constant. Il faut avoir ça, si vous voulez. Je pense qu'il faut avoir ça dans le sang. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était le trésorier d'une très grande société et qui a commencé à me parler de change. J'ai trouvé intéressant. J'ai été à son bureau
Et j'ai vu que de faire du trading en change, c'était quelque chose de continuel, qui se faisait de nouveau 24 heures sur 24 avec l'Europe, les États-Unis, l'Asie. On pouvait faire D'une des devise à l'autre, opérations. on passe du franc au Voilà, dollar, au yen, etc. exactement. C'était beaucoup plus varié que de jouer. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus attractif. Donc, à un moment donné, j'ai réduit mes activités de jeu et j'ai commencé à faire des changes. J'ai fini par travailler dans une banque, et la société de banque suisse, pour ne pas la nommer. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Donc, ce qui me passionne là-dedans, si vous voulez, d'un côté, vous avez des montées d'adrénaline parce que les marchés bougent, mais ce qui est plus important, c'est de savoir gérer la façon dans laquelle vous investissez, la façon dans laquelle vous traitez. Et je trouve qu'intellectuellement, c'est intéressant. Il y a une forme de déconnexion des émotions pour pas se faire envahir, hein, si on prend le joueur débutant au poker ou ailleurs, qui peut rapidement laisser ses émotions prendre le dessus. Comment est-ce que l'on fait pour les contenir, les laisser à la place à laquelle elles doivent être? Je vais vous faire rire. Je pense qu'il ne faut pas tomber amoureux d'une position comme il ne faut pas tomber amoureux d'une main aux cartes. Si vous avez 4 as, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui est mieux que vous, qui ait une straight flush. Donc à un moment donné, faudra peut-être jeter vos cartes. Dans les investissements, ça peut arriver que vous décidiez d'investir sur quelque chose. À un moment donné, si vous avez tort, il faut vous en rendre compte. Ça veut dire que l'adage, il faut savoir prendre sa perte, est vrai. Oui, vous avez des gens, par exemple, je vous donne un exemple à l'envers. Énormément de gens ont shorté Tesla parce que c'est une société qui perdait de l'argent, parce que ci, parce que ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se rendre compte que si ça monte, il y a des gens qui en savent plus que vous. Donc, faut arrêter de shorter. De la même façon que si vous achetez quelque chose que vous pensez qui est bon, qui fait que baisser, mais il y a des gens qui ne le veulent plus, ben ça le fait baisser. Alors parfois on fait des jolis coups, hein, que ce soit en bourse ou au poker. Difficile toutefois de faire le coup parfait et on doit vivre quand même avec cette imperfection permanente, même quand c'est réussi. Bon, heureusement, je gagne pas ma vie en jouant au poker, ni en faisant du trading actuellement. Mais oui, bon, bien sûr, quand vous faites ce genre d'activité, il faut en vivre les aléas, bien sûr, oui. Vous avez parlé du backgammon, champion du monde en 1985. Vous l'avez été. Qu'est-ce qui fait un bon joueur de backgammon? La même chose que je faisais au début, je pense qu'il faut avoir des nerfs. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut être discipliné. Et puis, de nouveau, il faut accepter de prendre des gains, de prendre des pertes et d'optimiser vos gains et de minimiser vos pertes. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Charles-Henri Sabet, nous évoquions tout à l'heure la première banque. Vous aviez revendu, vous relancez FlowBank. Pourquoi repartir dans un projet comme ça, personnellement? Bon, j'aime bien les challenges. Je m'estime encore jeune. J'ai 3 enfants. J'ai pas envie qu'ils aient un papa qui soit en train de fumer la pipe à la maison toute la journée. Je pense que on n'a pas tout vu avec l'univers financier, avec la banque. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'améliorer. Si on part depuis le début, l'être humain est déjà beaucoup plus éduqué qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, beaucoup de gens font l'université, par exemple. Il y a 40 ans, c'était plus un privilège de pouvoir faire l'université. Il y a beaucoup plus d'informations qu'avant. Avant, il fallait lire le journal. Aujourd'hui, vous avez les informations sur votre téléphone, que ce soit en regardant Instagram ou en lisant un journal sur votre téléphone. Donc, les gens sont très informés. Ce qui se passe, c'est que l'investisseur a envie d'agir par lui-même, ce qui n'était pas le cas non plus il y a 40 ans. Il y a 40 ans, l'investisseur allait à la banque et puis lui demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis le banquier, il était aussi puissant dans votre vie que le médecin. Aujourd'hui, les gens ont envie d'agir par eux-mêmes dans la finance. Donc, je pense qu'en mettant la technologie au service de la finance, c'est-à-dire de la banque, je pense qu'il y a allez, je vais vous faire plaisir. Il y a un joli coup à jouer. Donc, je me suis attelé à ça. J'ai voulu m'entourer de gens qui croient en ce projet. J'ai une équipe autour de moi qui est très forte et qui sont des gens, certains qui travaillent avec moi depuis un certain temps. Il y en a un, ça fait 15 ans qui travaille avec moi, qui est dans mon comité exécutif. Un autre, ça fait 6 ou 7 ans. Il y a des gens qui nous ont rejoints, qui étaient nouveaux, mais qui croient à ce projet. Et puis, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup. Vous évoquez des points à améliorer dans la banque. On a évoqué au début l'entretien qu'il y avait des centaines de banques qui existent déjà, plusieurs actives uniquement en ligne. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Qu'est-ce qui doit encore être amélioré concrètement?
Bon, je pense que la rapidité de l'exécution d'une demande d'un client peut être améliorée. Je pense que le pricing peut être amélioré énormément. Dans quel sens? Je pense qu'il peut être baissé. Je pense que le coût d'investissement doit être baissé, mais pour cela, il faut que les banques arrivent à récupérer des volumes et que les volumes soient suffisants entre eux pour pouvoir faire baisser les coûts. De la même façon que, je ne sais pas, que tout d'un coup, votre voiture, elle coûte, je ne sais pas, il y a un prix. Si elle coûtait 10 fois le prix, vous ne pourriez pas l'acheter. Donc, il faut que la banque donne un accès à tout le monde. Et plus il y a de personnes qui ont un accès à la banque, plus il y a de volume, plus les prix peuvent être intéressants. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on n'a pas, la technologie n'a pas encore délivré tout son potentiel, qu'on pourrait, en utilisant mieux ces nouvelles techniques, ces plateformes numériques, abaisser les coûts de transaction, que le coût marginal soit beaucoup moins Au moment où cher la technologie, les gens qui développent la technologie arriveront à anticiper toutes les demandes, toutes les réactions d'un côté des clients, de l'autre côté des contreparties qui fournissent des prix, le prix d'une transaction sera quasiment inexistant. C'est pour cela que vous avez certains acteurs qui déjà proposent des transactions sans aucune commission. Ce qui est quelque chose qu'on fait nous aussi pour certains marchés. C'est sur l'écart de prix. Alors, vous gagnez, oui, vous internalisez les flux, bien sûr. Si j'ai 2 clients, c'est très très compliqué d'internaliser les flux. Si j'ai 2000 clients, ça commence à devenir possible. Si j'en ai 15 000, c'est facile d'internaliser les flux. La place de l'intermédiaire entre ceux qui achètent et qui vendent, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'idéalement, vous avez des clients qui achètent et qui vendent dans un laps de temps suffisant qui vous permettent de gagner votre spread. Charles-Henri Sabet, dans cette dernière partie, nous abordons un sujet très pratique finalement. Comment le CEO d'une banque, trader passionné, organise-t-il ses journées? C'est vrai que ça paraît trivial comme question, mais entre l'idée, la vision d'une banque en ligne dans votre cas, puis ensuite l'exécution, la réalisation de ça, il faut être vraiment organisé, il faut le faire. Donc prenons par le menu. S'il y a une journée type pour Charles-Henri Sabet, je ne sais pas, mais à quelle heure commence-t-elle? Par quoi? Je me réveille relativement tôt, entre 5h30 et 6h du matin. Après, on va dire que la journée est divisée peut-être on va dire en 4 tranches. La première, je regarde quels sont les risques de la banque, quelles sont les positions de la banque, quels sont les volumes qui ont été faits sur la banque. En fait, je regarde, on va dire, tous les KPI. Quand j'arrive au bureau, je rencontre la plupart des équipes avec qui je rencontre toutes les équipes avec qui je travaille directement. J'ai un certain nombre de départements qui me reportent et je les vois, je discute avec eux, comment ça va, comment ça se passe. La troisième chose, je vais avoir, en tant que CEO de la banque, je suis obligé de regarder le côté régulatoire. Je dois parler avec notre organe de révision, je dois parler avec notre conseil d'administration, ça m'arrive de parler avec le régulateur. Ça, c'est la troisième tranche. La quatrième tranche, ça sera plutôt une tranche business où je regarde avec certains de mes collègues du comité exécutif comment faire pour développer la banque. Alors, ça peut être au niveau du marketing, ça peut être au niveau des ventes, ça peut être au niveau des services clients, ça peut être un nouveau service qu'on va fournir, ça peut être au niveau des marchés que l'on fournira. Là, c'est une journée qui est déjà bien remplie. À quelle heure se termine-t-elle et par quoi? Alors, ça dépend. Elle peut se terminer... le mieux, c'est que j'ai deux garçons qui jouent beaucoup au tennis. Alors, ça m'amuse d'aller les regarder s'entraîner, si j'arrive, mais ça va être 7h, 8h. Si j'arrive pas, je vais finir vers 7h30, 8h moins quart. Mais souvent, je recommence après 10h. On a des équipes de nuit, ils arrivent à 10h15, 10h30. Parce que... Non, parce qu'on est ouvert tout le temps. Si vous voulez, le marché d'échange ouvre le dimanche soir à 21h et ferme le vendredi soir à 23h. Wall Street ferme à 10h, heure suisse, mais bon, ça n'a pas du tout d'impact. Les indices boursiers, ils n'arrêtent pas non plus. Et puis maintenant, la cerise sur le gâteau, on offre des CFD sur les cryptos. Ça veut dire qu'on est ouvert 24/24, 7/7. Donc pour acheter et vendre des dérivés des produits liés au Bitcoin. Donc on a des gens qui sont là le samedi, le dimanche, quand il s'agit de traiter des cryptocurrencies. Vous aviez dit au début aussi que vous dormez quand même bien. Oui, mais quand est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous vous ressourcez? Écoutez, je pense que je dors bien, effectivement.
Visiblement. Non, pas tellement, mais je dors bien, je sais me relaxer. Si je veux couper pendant 1 heure, 2 heures dans la journée ou 3 heures un jour d'un week-end, j'arrive à couper. Et puis bon, ce qui est très important, c'est que j'ai une équipe sur qui je peux compter. Donc à un moment donné, si je veux être off, j'ai quelqu'un qui me remplace sans problème. Vous parlez de déconnecter 1 heure ou 2 dans la journée. Est-ce qu'il est possible pour vous de déconnecter sur une période encore plus longue avec le téléphone fermé, de se dire voilà, ça c'est du temps vraiment pour moi? J'ai jamais réussi. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi. Donc, il n'y a pas de vacances. Oui, mais en vacances, je travaille aussi. Ou bien, si je travaille pas forcément dans le sens d'être, comment dire, de délivrer quelque chose, je suis en contact avec mes équipes tout le temps. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est pas possible. Et vous tenez sur la distance, visiblement. J'espère, oui. Ça va. Le temps passe trop vite, Charles-Henri Sabet. On arrive déjà au terme de cette conclusion, de cette émission. Et merci beaucoup, en tout cas, d'y avoir participé. C'était très sympathique de m'avoir reçu. Je vous remercie. Merci Frédéric Lelièvre. Merci. De la GFI. Nous aurons le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau B2B et une nouvelle rencontre avec une personnalité de l'économie romande. À bientôt. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.